Un couple partit chasser pour son anniversaire dans la nature sauvage du Michigan, mais ne revint jamais, disparaissant sans laisser de traces dans l'immensité de la forêt. Puis, 2 ans plus tard, leur chien réapparut soudain sur le porche, blessé, émacié et porteur d'un secret qui allait déclencher une série d'événements révélant un cauchemar impensable. Elizabeth Spence se redressa, grimaçant tandis que ses articulations arthritiques résistaient au mouvement. Le soleil du Michigan tapait sur ses mains burinées tandis qu'elle arrachait une nouvelle mauvaise herbe autour de ses plants de tomates. À 72 ans, le travail au jardin semblait devenir plus difficile chaque année, mais elle serait damnée si elle laissait les mauvaises herbes prendre le dessus au pas après tout le travail qu'elle avait investi dans ce lopin de terre au fil des décennies. Encore quelques légumes, murmura-t-elle en observant la rangée de légumes qui méritaient encore d'être entretenus. Mais le minuteur qu'elle avait réglé dans la cuisine se mit à sonner avec insistance, lui rappelant le rôti mijotant sur le feu. Avec un effort, elle se releva, une main appuyée contre le bas de son dos. Le chemin jusqu'à la maison lui parut plus long qu'avant, chaque marche sur l'escalier en bois du porche lui faisait mal aux genoux. Elle remettait ce jardinage à plus tard depuis des semaines où il était occupé à son travail et Dean, elle interrompit cette pensée avant qu'elle ne prenne forme. 2 ans. 2 ans que Dean et sa femme Jocelyn étaient partis à la chasse et n'étaient jamais revenus. Elizabeth tendit la main vers la poignée de la porte moustiquaire, pensant déjà aux carottes qu'elle devait ajouter au rôti, lorsqu'un mouvement sur le porche attira son attention. Elle se retourna, s'attendant peut-être à un raton laveur ou à un chat errant. La truelle claqua sous ses doigts inertes. Là, allongé sur les planches usées de sa véranda, se trouvait un chien. Mais pas n'importe lequel. Malgré sa fourrure emmêlée et sale et sa maigreur choquante, elle le reconnut instantanément, Rufus, le lévrier irlandais de Dean. Elizabeth trébucha en arrière, la main portée à sa poitrine où son cœur s'était mis à battre la chamade. « Non » murmura-t-elle en clignant des yeux. « C'est impossible. » Le chien releva faiblement la tête au son de sa voix. Une de ses pattes avant était enveloppée dans ce qui ressemblait à un bandage improvisé, taché et sale. Ses côtes étaient visibles à travers son pelage, et une plaie infectée et à vif s'était formée sur son front. Mais ses yeux, ces 12 yeux bruns qui avaient toujours regardé Dean avec tant de dévotion étaient indéniablement ceux de Rufus. « Oh mon Dieu !» halta Elizabeth, les jambes sur le point de lâcher. Elle s'agrippa à la balustrade du porche, incapable de détourner le regard de l'impossible spectacle qui s'offrait à elle. 2 ans. Le chien avait disparu depuis 2 ans, tout comme Dean et Jocelyn. Les équipes de recherche n'avaient rien trouvé, ni corps, ni équipement, aucune trace de nid de Rufus dans ces vastes forêts du Michigan. Les mains tremblantes, elle chercha son téléphone dans sa poche, le laissant presque tomber à 2 reprises avant de réussir à composer le 911. 911, quelle est votre urgence ? Voici Elizabeth Spence, parvint-elle à dire d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. J'ai besoin de policiers à mon domicile immédiatement. Le chien, celui de mon fils, vient d'arriver. Mon fils, qui a disparu depuis 2 ans. Madame, pouvez-vous répéter cela ? Le chien de Dean Spence, dit-elle plus fermement, même si sa voix tremblait encore. Mon fils est l'agent de la DEA Dean Spence. Il a disparu il y a 2 ans avec sa femme Jocelyn alors qu'il chassait. Leur chien vient d'apparaître sur mon porche. Il est grièvement blessé. Envoyez quelqu'un immédiatement. Les unités sont en route, Madame Spence. Êtes-vous en sécurité ? Quelqu'un d'autre est là. Juste moi et le chien. Il peut à peine bouger. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Où est mon fils ? Restez en ligne avec moi, madame. Les agents seront bientôt là. Elizabeth s'affala sur les marches du porche, les yeux fixés sur Rufus. La queue du chien frappa faiblement les planches, comme s'il la reconnaissait lui aussi. Elle voulut aller vers lui, le réconforter, mais ses jambes refusèrent. Elle ne put que le fixer et murmurer, « Où est Dean, mon garçon ? Où est mon fils ?» Le hurlement des sirènes s'intensifia et, quelques minutes plus tard, 2 voitures de patrouille s'arrêtèrent dans son allée. Agents Morrison et Bradley, les reconnut-elle,
ils avaient participé aux premières recherches lors de la disparition de Dean. Madame Spence, dit doucement l'agent Morrison en s'approchant lentement. Le chien releva faiblement la tête au son de sa voix. Jésus, est-ce vraiment? C'est Rufus, confirma Elizabeth, les larmes aux yeux. Le chien de Dean. L'agent Bradley était déjà à la radio, appelant des renforts et un vétérinaire. Morrison s'agenouilla près de Rufus, veillant à ne pas le surprendre. « Salut, mon garçon, tu as eu une période difficile, n'est-ce pas ?» Il leva les yeux vers Elizabeth. « Il faut qu'il soit soigné immédiatement, et nous devons vous emmener au poste, Madame Spence. Les inspecteurs voudront vous parler immédiatement. » Mais qu'en est-il des recherches? Si Rufus est vivant, peut-être que Dean. On s'occupe de tout, lui assura Morrison. Concentrons-nous d'abord sur votre sécurité, avouez au chien. D'autres véhicules arrivèrent, une fourgonnette de contrôle animalier avec un vétérinaire, 2 autres voitures de patrouille et un véhicule banalisé d'un détective. Elizabeth regarda la vétérinaire, une jeune femme aux mains douces, examiner attentivement Rufus allongé. Malnutrition sévère et déshydratation, murmura-t-elle. Cette blessure à la tête est infectée, et à la jambe, quelqu'un a essayé de la bander, mais ça fait longtemps. Il faut l'emmener à la clinique immédiatement. Ils installèrent Rufus sur une civière spéciale, le chien gémissait doucement, mais était trop faible pour résister. Elizabeth se retrouva à l'arrière de la voiture de patrouille de l'agent Morrison, en route vers le poste. Son esprit se remplissait de questions. Comment Rufus avait-il survécu 2 ans dans la nature? Qui lui avait bandé la jambe? Et surtout, qu'était-il arrivé à Dean et Jocelyn? Le bâtiment familier du commissariat apparut, mais cela lui parut surréaliste, comme si elle assistait au déroulement de la vie de quelqu'un d'autre. Les agents lui ouvrirent les portes et la guidèrent vers une salle d'interrogatoire confortable, pas les salles d'interrogatoire austères qu'elle avait vues à la télévision, mais un espace plus feutré avec des chaises rembourrées et une cafetière dans un coin. « Madame Spence, je suis l'inspectrice Walsh », se présenta une femme d'une 40aine d'années. « Je sais que ça doit être écrasant. Puis-je vous apporter de l'eau ou du café? Et où est le chien? Il est pris en charge par le docteur Hernandez de la clinique vétérinaire d'urgence. Elle est avec lui et nous tiendra au courant dès que possible, a déclaré l'inspecteur Walsh. Pour l'instant, j'ai besoin que vous me disiez exactement ce qui s'est passé. D'autres personnes se présentèrent, des inspecteurs qu'elle reconnaissait du service de Dean à la DEA, des agents en uniforme qui avaient connu son fils. La petite pièce se remplit de visages inquiets. Elizabeth raconta sa rencontre avec Rufus, sa voix devenant plus ferme à mesure qu'elle parlait. Les inspecteurs prirent des notes, posèrent des questions précises. Quand avait-elle vu le chien pour la dernière fois avant aujourd'hui? Quel était son état à ce moment-là? Avait-elle remarqué quelque chose d'inhabituel autour de sa propriété récemment? Le bandage sur sa jambe, dit pensivement l'inspecteur Walsh, ce n'est pas quelque chose qu'un chien pourrait se faire. Quelqu'un l'a donc aidé. Quelqu'un l'a vu. Quelqu'un sait quelque chose, dit Elizabeth avec urgence. Nous mobilisons déjà les équipes de recherche, lui assura un autre détective. Nous partirons de votre propriété et progresserons vers les environs, en suivant toutes les traces que le chien aurait pu laisser. Le docteur Hernandez arriva alors, toujours en tenue d'hôpital. Son état est stable, annonça T.L. Elizabeth s'affaissa de soulagement. Sous sédatif pour l'instant, le temps que nous soignions ses blessures et fassions des examens. Il a vécu l'enfer, désolé pour le langage, mais c'est un battant. Quelqu'un lui a certainement prodigué des soins médicaux à un moment donné, mais pas récemment. Ce pansement date d'au moins quelques semaines. Quand puis-je le voir? Demanda Elizabeth. Laissons-lui quelques heures de repos. Je vous l'amènerai dès qu'il sera prêt, dit le vétérinaire en marquant une pause. Madame Spence, c'est un chien coriace. Quoi qu'il se soit passé là-bas, il s'est battu pour revenir. Elizabeth hocha la tête, de nouvelles larmes coulant sur son visage. Rufus était revenu, mais où était son fils? La salle d'interrogatoire s'était réchauffée avec tant de corps entassés. Elizabeth était assise au centre de l'attention,
répondant aux questions du groupe grandissant d'agents et d'inspecteurs. La nouvelle s'était rapidement répandue dans le service, le chien du doyen Spence était revenu après 2 ans. Madame Spence, réfléchissez bien, insista doucement l'inspecteur Walsh. Avant que Dean et Jocelyn ne partent à la chasse, a-t-il mentionné quelque chose d'inhabituel? Des inquiétudes concernant son travail? Des menaces qu'il aurait reçues? Elisabeth secoua lentement la tête. Rien. Il était impatient de partir. Il le préparait depuis des mois. Leur partie de chasse d'anniversaire, il disait que les bois du Nord étaient parfaits pour les cerfs à cette époque de l'année. La porte s'ouvrit et 3 autres officiers entrèrent, dont le lieutenant Marcus, l'air sérieux. Elisabeth se prépara, réalisant que le retour de Rufus n'était que le début de la percée du mystère sur ce qui était réellement arrivé à Dean et Jocelyn Spence. C'est honnête, au moins. La cérémonie commence dans 30 minutes à la paroisse des Saints-Martyrs du désert. Ce n'est pas loin d'ici, il suffit de suivre la route principale vers les montagnes et de tourner à gauche à la grande croix de bois. Arriveras-tu à rester sobre 30 minutes? Tommy envisagea de demander une seule bière pour se calmer, mais quelque chose dans l'expression de Martha le fit changer d'avis. D'accord, d'accord. On se retrouve là-bas. De retour dans son camping-car, Tommy fouilla dans ses rares affaires pour trouver une tenue appropriée à porter pour aller à l'église. Son t-shirt le plus propre était encore taché et usé, mais il devrait s'en contenter. Il s'aspergea le visage d'eau avec un bidon en plastique, peigna ses cheveux grisonnants avec ses doigts et s'efforça de se rendre présentable. En se dirigeant vers la paroisse des Saints-Martyrs du désert, Tommy se demanda dans quoi il s'embarquait. L'église était un bâtiment modeste aux murs d'adobe et à l'entrée, surmonté d'une simple croix de bois. Plusieurs voitures étaient garées sur le parking gravillonné, et il voyait des gens en habit du dimanche se diriger vers l'entrée principale. Tommy gara son camping-car cabossé à côté d'une berline impeccable et fut immédiatement gêné par le contraste. Mais Martha apparut à ses côtés dès qu'il sortit, le visage rayonnant de bienvenue. « Merci d'être venu, Tommy », dit-elle en passant son bras sous le sien. « Je pense que c'est exactement ce dont tu as besoin. » À l'intérieur, la lumière de l'après-midi filtrait à travers de simples vitraux, projetant des ombres colorées sur les bancs de bois qui avaient vu des décennies de culte et de prière. L'église était modeste mais bien entretenue, avec des murs en adobe blanchis à la chaux et un simple autel en bois orné de fleurs fraîches du désert. Tommy suivit Martha jusqu'à un banc au fond, conscient de ses vêtements usés et de la faible odeur de bière qui persistait probablement malgré ses efforts pour se nettoyer. Il s'affala sur le siège en bois dur, les bras croisés, attendant avec impatience la fin de l'office pour pouvoir récupérer sa bière promise. Lorsque l'assemblée se leva pour le chant d'ouverture, Tommy se leva à contre-cœur, marmonnant des paroles dont il se souvenait vaguement de ses années de pensionnat. Lorsqu'ils s'assirent, il resta assis, lorsqu'ils s'agenouillèrent, il resta assis, s'attirant quelques regards désapprobateurs qu'il ignora. Le prêtre qui s'approcha de l'autel était un homme d'une 50aine d'années, au regard bienveillant et aux cheveux grisonnants. « C'est le père Murphy », murmura Martha. « Il est ici depuis 15 ans. »« Bravo », acquiesça distraitement Tommy. Puis quelque chose attira son attention. De l'autre côté de la pièce, juste sous l'autel, se tenait un groupe de religieuses qui semblait différent de ce à quoi il s'attendait. Il les désigna à Martha, qui suivit son regard avec intérêt. « D'habitude, les religieuses ne sont pas là, » murmura-t-elle en retour, et elles portent des habits d'une couleur différente, plus longs aussi. Différents des religieuses de cette église. On dirait qu'il se passe quelque chose de spécial aujourd'hui. Les religieuses portaient des robes noires qui descendaient jusqu'au sol, leur visage partiellement caché par leur coiffe. Leur présence avait quelque chose d'austère, une sévérité qui rappelait à Tommy le pensionnat. Mais il y avait aussi autre chose, la plupart d'entre elles semblaient être des femmes autochtones, leurs traits familiers lui serraient la poitrine d'une émotion inattendue. Le sermon du père Murphy résonna sur Tommy comme un bruit de fond. Il capta des bribes de foi et de persévérance, des révélations inattendues du plan de Dieu, mais son attention ne cessa de dériver vers les religieuses silencieuses debout à côté de l'autel. Leur immobilité avait quelque chose de presque surnaturel,
comme s'il s'agissait de statues plutôt que de femmes vivantes. Alors que la cérémonie touchait à sa fin, le père Murphy fit une annonce qui ramena Tommy au calme. Avant de terminer la réunion, je tiens à vous informer d'une occasion spéciale. Les sœurs des sœurs artisanales de Saint-Dina visitent notre église dans le cadre de leur tournée annuelle des églises catholiques du Nouveau-Mexique. Elles sont là pour offrir des prières de guérison et de réveil, et tous ceux qui en ressentent le besoin sont invités à les recevoir. Martha donna un petit coup de coude à Tommy. « Tu devrais approcher les sœurs, dit-elle. Ce serait bien pour toi. » Tommy secoua la tête. « Rentrons. J'ai tenu ma promesse. » Bon, alors, retournons au magasin, a accepté Martha. Mais alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, le père Murphy s'approcha d'eux. Il reconnut Martha et lui sourit chaleureusement. « Martha, quel plaisir de te revoir. Et qui es-tu venu avec toi aujourd'hui ?» Martha présenta Tommy, et le prêtre lui tendit la main avec une chaleur sincère. « C'est merveilleux de vous avoir ici, Thomas. Je ne crois pas vous avoir déjà vu à nos offices. » Tommy se surprit à réagir malgré son intention de rester distant. « Ça fait longtemps que je ne suis pas allé à l'église. J'y allais quand j'étais en pensionnat. J'avais presque oublié tous ces enseignements bibliques, mais ce que tu as dit aujourd'hui m'a inspiré. » Quelque chose dans l'attitude de Tommy encouragea le père Murphy à poursuivre la conversation, peut-être la douleur derrière ses yeux ou le léger tremblement de ses mains. Le prêtre semblait reconnaître une âme en quête de guérison. Au fil de leur conversation, Tommy se révéla inattendu. Il confessa ses problèmes d'alcool, ses combats contre la douleur qui semblait sans fin, tout en évitant soigneusement de mentionner ses sœurs disparues. Cette blessure était trop profonde, trop personnelle pour être partagée avec un inconnu, aussi gentil soit-il. Lorsque Tommy eut terminé, le prêtre parla doucement des religieuses en visite. Les sœurs des sœurs artisanales de Saint-Dina mènent une vie très solennelle, expliqua-t-il. Elles se consacrent entièrement à la prière et à l'enseignement catholique. Elles ont fait vœu de silence et de célibat, et n'interagissent pas avec le public, sauf pendant leur mois de guérison et cet événement annuel où elles visitent les églises du Nouveau-Mexique. Il fit un geste vers les personnages en robe noire. Vous n'avez même pas besoin de leur parler. Écrivez simplement votre demande de prière sur l'un des formulaires, allumez une bougie et déposez votre requête dans la boîte où ils se tiennent. Ils prieront pour ces demandes à leur retour au monastère. Puis, dans quelques semaines, ils écriront des réponses aux doses des formulaires pour transmettre le message de Dieu. Tommy considérait cela avec intrigue malgré lui. Alors les religieuses écriront exactement ce que Dieu leur dit pour chaque demande de prière ? C'est vrai, confirma le père Murphy. Martha l'encouragea de nouveau, et la curiosité de Tommy fut piquée. Il n'avait jamais rien entendu de tel auparavant. Peut-être pourrait-il interroger Dieu sur ses sœurs, sur l'endroit où elles se trouvaient. Ça valait la peine d'essayer, d'autant plus que cela ne demandait aucun engagement réel de sa part. Il se dirigea donc vers l'entrée de l'église, ses pas résonnant légèrement sur le carrelage. Sur une petite table, il trouva des formules de prière et un stylo. Son écriture tremblait tandis qu'il inscrivait son nom et sa requête, ces mots venant d'un désespoir qu'il s'autorisait rarement à admettre. Guidé par l'une des sœurs silencieuses, il alluma une bougie, la flamme dansant dans l'air immobile de l'église. Il fit un signe de croix maladroit, ce geste lui semblant étrange après tant d'années loin de la religion formelle. Puis il s'approcha de la loge où les 5 religieuses montaient la garde. De près, il constata que la plupart d'entre elles avaient effectivement des traits indigènes, et ce spectacle le remplit d'émotions contradictoires. Cela lui rappela trop vivement le pensionnat, la façon dont les enfants indigènes avaient été contraints de participer à leur propre destruction culturelle. Mais il y avait aussi autre chose ou une familiarité qu'il ne parvenait pas à définir. La boîte à prière était presque pleine, et Tommy dut appuyer fermement sur son formulaire plié pour le faire entrer. Ce faisant, il leva les yeux vers la religieuse la plus proche de la boîte et se sentit obligé de parler. « Si vous avez raison, dit-il doucement, si votre Dieu est plus fort que nos esprits traditionnels, alors il devrait pouvoir me dire où sont mes 3 sœurs disparues. S'il le fait,
je serai un catholique fervent pour le restant de mes jours. Tommy sourit légèrement, espérant tisser des liens avec ces femmes qui partageaient son héritage, mais aucune des religieuses ne lui rendit son sourire. Cependant, il remarqua que leurs expressions changeaient subtilement lorsqu'il mentionnait ses sœurs disparues. Il y avait quelque chose dans leurs yeux, peut-être une certaine empathie, mais il ne parvenait pas à l'interpréter. Alors qu'il se retournait pour rejoindre Martha et le père Murphy, Tommy jeta un dernier coup d'œil par-dessus son épaule. Il vit la religieuse qui avait attiré son attention soulever la lourde boîte à prière pour la transporter dans une pièce annexe. Elle boitait visiblement en marchant, se servant de sa jambe droite, et faillit trébucher sous le poids de la boîte. Lorsqu'elle atteignit la porte et l'ouvrit, une rafale de vent extérieur s'empara de son habit, le faisant flotter contre son visage. L'espace d'un instant, Tommy aperçut distinctement sa tempe gauche, et son cœur faillit s'arrêter. Là, partiellement cachée par son habit, une épaisse cicatrice en relief courait le long de sa patte gauche. Cette vision frappa Tommy comme un coup dur. Naomi portait une cicatrice au même endroit, souvenir du jour où elle avait tenté de protéger la petite Eva d'une religieuse particulièrement cruelle brandissant une règle en bois. Tommy avait appris l'incident des semaines plus tard, lorsque Naomi lui avait chuchoté l'histoire après la messe du matin, la voix tremblante de douleur et de peur. Tommy commença à appeler sa sœur, la bouche ouverte, mais la porte se referma avec un léger clic avant qu'il puisse émettre un son. L'instant passa, le laissant figé au milieu de l'allée, le cœur battant à tout rompre, mêlé d'espoir et d'incrédulité. Une autre sœur s'approcha de lui et lui fit signe de s'avancer silencieusement, désignant la petite file de personnes qui s'était formée derrière lui. Tommy marmonna des excuses et força ses pieds à le porter jusqu'à l'endroit où Martha et le père Murphy l'attendaient, l'esprit vacillant à l'idée qu'il venait de revoir sa sœur perdue depuis longtemps. Tommy retourna vers Martha et le père Murphy, debout près de l'autel, l'esprit encore bouleversé par ce qu'il avait vu. « Désolé de vous avoir fait attendre, dit-il d'une voix légèrement tremblante. J'ai vu une des religieuses boiter, et ça a attiré mon attention. Ça m'a rappelé quelque chose du passé. » L'inquiétude s'empara du père Murphy. « Tu vas bien ? Tu es pâle. » Tommy prit une grande inspiration, réalisant que le moment était venu de lui confier ce qu'il avait gardé enfoui si longtemps. « Père, j'ai une chose à vous dire. J'avais 3 sœurs, et elles ont disparu depuis 40 ans. Elles ont été enlevées de notre pensionnat, le pensionnat indien Sainte-Gertrude à Cottonwood Bluff. » Les yeux du prêtre s'écarquillèrent de compassion. « Prie. Que s'est-il passé ? » C'était en 1945. Il y a eu une visite de presse, des journalistes prenaient des photos de l'école pour montrer l'efficacité du programme d'assimilation. Après ce jour-là, mes sœurs ont disparu. Les responsables de l'école ne voulaient rien me dire. Comme je continuais à poser des questions, ils me battaient et m'enfermaient. Il marqua une pause, reprenant ses esprits. J'ai vérifié l'internat des années plus tard, il est maintenant abandonné, en ruine, mais la douleur de les avoir perdus ne m'a jamais quitté. Les mains de Tommy tremblaient légèrement tandis qu'il parlait. Nous venons d'une famille Navajo. Nous avons d'abord été séparés de notre père lorsqu'il a été arrêté pour résistance à la confiscation de ses terres. Puis j'ai été séparé de mes sœurs. Je les cherche depuis, mais je n'ai jamais retrouvé la moindre trace de leur départ. Le père Murphy posa doucement une main sur l'épaule de Tommy. Je ne peux imaginer l'angoisse que tu as endurée toutes ces années. Quel conseil cherches-tu ? Comment pardonner ? Demanda Tommy, la voix brisée. Comment surmonter tout ça, la colère, la perte ? Je bois pour oublier, mais ça ne disparaît jamais vraiment. Le père Murphy resta silencieux un instant, réfléchissant attentivement à ses paroles. Avez-vous déjà entendu parler d'Abraham dans la Bible ? Demanda-t-il finalement. Il a attendu des décennies que Dieu accomplisse sa promesse d'un fils. Abraham a dû apprendre la patience et la foi, même lorsque tout semblait désespéré. Parfois, le timing de Dieu ne correspond pas au nôtre, mais ses réponses arrivent. Le prêtre fit un geste vers l'avant de l'église, où Tommy venait de déposer sa requête de prière. Je crois sincèrement que vous devriez attendre la réponse de Dieu à la prière que vous venez de faire.
De nombreux membres de ma congrégation ont reçu des réponses des sœurs servantes, et ils les ont trouvées remarquablement précises et significatives. C'est peut-être ainsi que Dieu vous parlera enfin de vos sœurs. Tommy sentit une lueur d'espoir, mais son esprit était aussi rempli de questions. Père, pouvez-vous m'en dire plus sur ces religieuses, les sœurs servantes de Saint Dina? Qui a fondé leur ordre, et pourquoi la plupart d'entre elles semblent être des femmes autochtones? L'attitude du père Murphy changea sensiblement. Le fondateur était le père Milford. Il est décédé il y a de nombreuses années. Son fils, le père Milford II, poursuit aujourd'hui le ministère. Nous n'avons pas le droit d'en parler, c'est une mission sacrée. Mais pourquoi la plupart des religieuses sont-elles autochtones, insista Tommy. Et où est leur monastère? J'aimerais leur rendre visite pour mieux comprendre leur travail. Le prêtre secoua fermement la tête. Je ne peux pas vous donner d'informations sur l'emplacement de leur monastère. Les sœurs servantes sont un groupe missionnaire catholique très discret et reclus. Elles gèrent ce qu'elles appellent un sanctuaire pour les femmes en prière et en pénitence. Elles ont fait vœu de silence strict et pratiquent une modestie extrême. Aucun contact, aucune visite, elles sont complètement coupées du monde extérieur, hormis ces visites annuelles à l'église. Tommy sentait qu'il y avait plus que ce que le père Murphy ne lui disait pas, mais le langage corporel du prêtre indiquait clairement que la conversation était terminée. Martha s'avança, brisant le silence gêné. « Eh bien, Tommy, je crois qu'il est temps que je remplisse ma part du marché, » dit-elle avec un sourire. Ils s'excusèrent auprès du père Murphy et retournèrent au parking. La chaleur de l'après-midi miroitait sur le gravier lorsqu'ils atteignirent leur véhicule. « Je te retrouve au magasin, » dit Martha en montant dans sa voiture. Tommy conduisait son camping-car dans les rues poussiéreuses de Whispering Rock, l'esprit bouleversé par tout ce qui s'était passé. Au magasin d'alcool, avait tenu promesse Martha en lui tendant 8 bouteilles de bière avec un doux avertissement, « Essaie de ne pas finir les 8 en une journée », avait-elle dit gentiment, « et peut-être que nous pourrons retourner à l'église la semaine prochaine. » Tommy hocha la tête d'un air absent, ses pensées toujours tournées vers la religieuse boiteuse et sa cicatrice caractéristique. De retour à son camping-car, il remarqua un morceau de papier coincé sous son essuie-glace. Il le retira et vit qu'il s'agissait d'un prospectus annonçant la tournée annuelle des servantes de Saint Dina, avec un programme de visite dans différentes églises du Nouveau-Mexique au cours des prochaines semaines. Tommy plia le prospectus sans le lire attentivement et ouvrit une de ses bières. Après avoir démarré le camping-car et bu une longue gorgée, il passa une nouvelle fois devant la paroisse des Saints-Martyrs du désert. Cette fois, il vit les 5 religieux sortir de l'église et monter dans une camionnette blanche. Un jeune bénévole transportait plusieurs cartons contenant vraisemblablement les requêtes de prière et les chargea dans le compartiment arrière de la camionnette. La curiosité de Tommy l'emporta sur son intention initiale de retourner à sa place de parking habituelle. Il ressortit le dépliant, espérant trouver l'adresse du monastère, mais il n'y avait rien d'autre que des instructions pour visiter les églises prévues au programme de leur tournée afin de déposer des prières. Le père Murphy ayant refusé de révéler l'emplacement du monastère, Tommy décida de suivre la camionnette et de voir où vivaient réellement ces mystérieuses religieuses. Sa curiosité était alimentée en partie par l'espoir d'en savoir plus sur la religieuse boiteuse, mais surtout par le besoin de comprendre pourquoi tant de femmes autochtones avaient rejoint cet ordre catholique isolé. Peut-être que quelqu'un avait vu ses sœurs, ou peut-être même qu'elles en faisaient partie. Il espérait seulement que ces femmes avaient trouvé une vie meilleure que celle dont il se souvenait du pensionnat. Il était environ 1 heure de l'après-midi lorsque Tommy commença à suivre la camionnette hors de Whispering Rock. Il resta à bonne distance, se tenant à plusieurs longueurs de voiture entre eux pour éviter d'être repéré. La camionnette se dirigea vers l'est, en direction des montagnes, et à mesure qu'il s'éloignait de la ville, le paysage devint de plus en plus désolé. Des broussailles et des herbes jaunes s'étendaient vers des sommets lointains, seulement interrompus par quelques poteaux de clôture usés par les intempéries ou des fermes abandonnées. Après près d'1 heure de route à travers ce terrain isolé, Tommy aperçut quelque chose d'inattendu au loin, un vaste terrain entouré d'une clôture grillagée surmontée de ce qui semblait être des drapeaux de prière plutôt que des barbelés. Un portail robuste en bloquait l'entrée, et à côté se dressait un petit poste de garde.
Tommy quitta la route et se gara derrière un bosquet de broussailles, observant la camionnette blanche s'approcher du portail. Un jeune Amérindien sortit du poste de garde, stoïque et alerte, scrutant les environs avec suspicion avant d'ouvrir le portail pour laisser entrer la camionnette. Depuis sa position cachée, Tommy observa le complexe. Cela ne ressemblait en rien au monastère paisible qu'il avait imaginé. Les bâtiments semblaient usés et utilitaires, évoquant davantage une prison ou un centre de détention qu'un lieu de recueillement spirituel. La présence d'une clôture et d'un garde armé ne faisait que renforcer cette impression. Alors que le portail se refermait derrière la camionnette, Tommy resta caché dans les broussailles, sa bière réchauffant dans sa main tandis qu'il essayait de comprendre ce qu'il voyait. Il resta garé derrière les broussailles du désert pendant près d'une demi-heure, observant le terrain à la recherche de signes d'activité et se demandant s'il devait interpeller le gardien du portail. Le soleil de l'après-midi tapait sur le toit métallique de son camping-car, mais dehors, rien ne bougeait derrière le grillage, à l'exception du battement occasionnel des drapeaux de prière dans le vent chaud. En attendant, Tommy fouilla dans un petit placard près de son lit de fortune et en sortit une vieille boîte à cigares en bois qu'il avait accompagnée pendant 4 décennies. La boîte était polie par les manipulations, ses angles étaient arrondis et sa finition avait pris une teinte brun terne. À l'intérieur se trouvaient les quelques objets précieux qu'il avait réussi à sauver de son ancienne vie et les fragments d'identité que le pensionnat n'avait pas réussi à détruire. Ses doigts tremblaient légèrement lorsqu'il souleva le couvercle. Le premier objet était une collection de photos scolaires fragiles, aux bords craquelés et jaunis par le temps. La plupart montraient des groupes d'enfants portant des uniformes identiques, le visage solennel et distant. Mais il y avait une photo qu'il chérissait plus que toutes les autres, un cliché spontané de ses 3 sœurs assises ensemble sur les marches du dortoir, pris par un commis de cuisine bienveillant qui la lui avait donné en secret. Sous les photos se trouvait son bien le plus précieux, une turquoise sertie d'argent, suspendue à un cordon de cuir devenu mou et noirci par l'usure. Tommy souleva le pendentif avec précaution, sentant son poids familier dans sa paume. Son père avait fabriqué 4 pendentifs identiques, un pour chacun de ses enfants durant l'hiver précédant leur départ. La turquoise était d'un bleu profond, parcouru de veines de pierre plus foncées, telles des rivières anciennes. Tommy retourna le pendentif et traça du bout des doigts les symboles navajo gravés au dos. Ashkiyaji, murmura-t-il son vrai nom, gravé dans l'écriture traditionnelle qui le reliait à des générations d'ancêtres. Son père lui avait dit que le pendentif le protégerait et l'aiderait à se souvenir de qui il était vraiment, quelle que soit la distance qui le séparait de chez lui. Le dernier objet dans la boîte était un morceau de papier plié qui ressemblait à un déchet, mais qui avait une valeur inestimable pour Tommy. C'était un vieux menu du déjeuner de la cuisine du pensionnat, imprimé sur du papier bon marché qui avait survécu à 40 ans de manipulation délicate. Mais ce n'était pas le menu lui-même qui comptait, c'était ce que Tommy avait dessiné au dos lors d'une des nombreuses nuits blanches passées au dortoir. Le croquis au crayon était délavé, mais toujours net, ses 3 sœurs dans un moment de tendresse rare, Naomi tressant délicatement les longs cheveux d'Eva tandis que Sarah était assise à côté, la bouche ouverte, chantant. Tommy avait toujours été doué pour le dessin et l'esquisse, c'était son seul moyen d'échapper aux dures réalités de l'internat. Il avait créé cette image de mémoire après une soirée où il avait aperçu ses sœurs ensemble à la chapelle, et elles capturaient un moment d'amour et de solidarité que la discipline stricte de l'école ne pouvait complètement effacer. En comparant le croquis à son souvenir de la religieuse boiteuse à l'église, Tommy sentit son cœur s'emballer. Les yeux avaient la même forme, la bouche avait la même courbe douce. Et le plus révélateur était la cicatrice caractéristique sur la tempe gauche. Naomi s'était fait cette cicatrice en défendant la petite Eva contre une religieuse particulièrement cruelle qui la battait avec une règle en bois. La blessure avait mal cicatrisé, laissant une marque épaisse et en relief que le temps n'aurait pu effacer. Sa contemplation fut interrompue par le bruit du portail du complexe qui s'ouvrait. Tommy leva les yeux et vit une petite voiture ou une berline modeste sortir du bâtiment. Alors que le portail s'ouvrait, il aperçut brièvement la cour intérieure. 2 silhouettes en habit noir se tenaient près du bâtiment principal, et même à cette distance, Tommy pouvait voir qu'elles s'enlaçaient. L'une semblait s'essuyer les yeux tandis que l'autre lui caressait doucement le dos en signe de réconfort. Avant que Tommy ait pu comprendre ce qu'il voyait,
une troisième silhouette en tenue normale apparut et guida fermement les deux religieuses vers le bâtiment. Le portail se referma dans un bruit métallique, lui coupant la vue. Tommy fronça les sourcils, perturbé par ce qu'il avait vu. Pourquoi des religieuses dans un prétendu sanctuaire pleuraient-elles? Il était certain de ne pas être ivre, il n'avait bu qu'une demi-bière et de ne pas avoir d'hallucination. La berline qui était partie disparaissait maintenant au détour d'un virage, trop loin pour que Tommy puisse la suivre. Au lieu de cela, il glissa le pendentif turquoise autour de son cou, le laissant reposer contre sa poitrine, là où son père l'avait prévu, et sortit de son camping-car. Le trajet jusqu'à l'entrée du complexe prit plusieurs minutes à travers le terrain accidenté du désert. À son approche, le jeune gardien Navarro sortit de son poste de garde, la main posée nonchalamment mais avec un air significatif sur ce qui semblait être une radio. « Vous ne pouvez pas être ici », dit fermement le gardien. « C'est une propriété privée. Accès interdit au public. » Tommy leva les mains paisiblement. « Je ne cherche pas les ennuis, mon frère. Je veux juste savoir si c'est bien le monastère des servantes de Saint-Donat. J'aimerais parler au père Milford II. » Le gardien plissa les yeux. « Qui êtes-vous, et pourquoi cherchez-vous le père Milford? Son bureau n'est pas ici. Il est à Santa Dorosa. Seules les sœurs vivent ici. » Au lieu de répondre directement, Tommy sortit le pendentif turquoise de sous sa chemise, le laissant baigner dans la lumière de l'après-midi. L'expression du gardien changea aussitôt lorsqu'il reconnut l'artisanat traditionnel navarro et les symboles sacrés gravés dans la monture en argent. Ils se regardèrent un long moment, deux hommes autochtones debout dans le désert, tous deux comprenant la signification de ce qui pendait au cou de Tommy. Dans la croyance d'inné, la turquoise était sacrée et protectrice, un lien avec la terre et le ciel qu'aucune répression culturelle ne pouvait rompre. « Je ne peux pas vous aider beaucoup, » dit finalement le gardien, la voix plus basse, même si vous êtes un frère. Mais si vous voulez des réponses, vous devez parler directement au père Milford II. Son bureau est à Santa Dorosa. Il désigna la route de montagne. Suivez cette route vers l'est sur une 50aine de kilomètres. Ne dites à personne que je vous ai donné l'adresse. Le gardien jeta un coup d'œil nerveux vers les bâtiments du complexe. Vous devez partir immédiatement. Ce n'est pas un endroit où un indigène traîne. Tommy commença à se détourner, mais quelque chose l'arrêta. Frère, les sœurs sont-elles en sécurité ici? J'en ai vu quelques-unes à l'église aujourd'hui. La plupart étaient des femmes autochtones comme nous. Et tout à l'heure, j'ai vu des religieuses pleurer à l'intérieur de votre portail. Sont-elles sauvées ici, ou autre chose? Le visage du gardien devint complètement figé, mais Tommy pouvait voir la peur scintiller dans ses yeux. On a tous notre rôle ici, dit-il doucement. Mon rôle, c'est de me taire et de protéger tous ceux qui me sont chers. C'est tout ce que je peux vous dire. Sa voix devint pressante. Allez. Maintenant. Je vous ai assez aidé. Tommy le remercia et retourna à son camping-car. Le trajet jusqu'à Santa Dorosa le conduisit à travers des routes de montagnes sinueuses, entre des formations rocheuses rouges et une végétation désertique clairsemée. À mesure que son camping-car montait en altitude, l'air se rafraîchissait légèrement, même si le soleil de l'après-midi brillait toujours d'une intensité impitoyable. Lorsqu'il atteignit enfin les abords de Santa Dorosa, un étrange sentiment de familiarité l'envahit. Quelque chose dans le paysage, la disposition des bâtiments nichés à flanc de montagne réveilla un souvenir des décennies passées. En traversant la rue principale, ses soupçons se confirmèrent lorsqu'il aperçut plusieurs panneaux routiers usés par le temps et non remis à jour, vestiges de l'ancien nom de la ville, Cielo Seco. Tommy s'arrêta et fixa l'un des vieux panneaux, le souvenir lui revenant. Il était venu ici 20 ans plus tôt, lors de ses recherches désespérées pour retrouver ses sœurs, qu'il avait menées à travers le sud-ouest. À l'époque, il avait rencontré un homme bienveillant, un chercheur ou un scientifique qui collectait des échantillons de plantes dans les montagnes. Tommy explorait un étroit canyon suite à une rumeur de disparition d'enfants autochtones lorsqu'il faillit tomber dans un gouffre profond. L'inconnu l'avait attrapé par le bras et l'avait tiré en sécurité, lui sauvant probablement la vie.
Ce souvenir était doux amer, un rappel des rares moments de bienveillance humaine qu'il avait rencontrés au cours de ses longues années de recherche. Mais il le repoussa pour se concentrer sur sa mission actuelle, il devait retrouver le bureau du père Milford II. Le camping-car de Tommy était à court d'essence, et son portefeuille contenait à peine assez d'argent pour faire le plein et retourner à Whispering Rock. Il envisagea d'acheter une carte des environs dans une station-service, mais décida qu'il ne pouvait pas se le permettre. Au lieu de cela, il s'arrêta devant plusieurs commerces pour demander son chemin, en décrivant l'adresse que le gardien lui avait donnée. Après près d'une heure de recherche et de questionnement, Tommy finit par localiser le bâtiment. Il se trouvait dans une rue résidentielle calme, à la sortie de la ville, et son cœur fit un bond en voyant la même berline qui avait quitté le complexe plus tôt, garée juste devant. Le bâtiment lui-même ne ressemblait pas à ce que Tommy avait imaginé pour un bureau religieux. Plutôt qu'un bâtiment administratif officiel, c'était une modeste maison de plain-pied aux murs en adobe et au toit de tuiles rouges ou le genre de résidence qui pouvait appartenir à n'importe quelle famille de la classe moyenne du quartier. Tommy gara son camping-car de l'autre côté de la rue et observa la berline. Par les fenêtres, il vit qu'elle était vide, même si le capot suggérait qu'elle avait été conduite récemment. Il toucha le pendentif turquoise à son cou pour se donner du courage et s'approcha de la porte d'entrée. Son plan était simple, interroger directement le père Milford II au sujet des femmes autochtones de son monastère. Si le prêtre travaillait auprès des communautés autochtones depuis des années, il avait peut-être entendu parler de 3 sœurs disparues d'un pensionnat des décennies auparavant. C'était peu probable, mais Tommy avait appris à suivre toutes les pistes possibles. Il frappa fermement à la porte en bois, s'attendant à une réponse. Au lieu de cela, la porte bougea légèrement sous la pression de ses coups, s'ouvrant de quelques centimètres vers l'intérieur. La maison était déverrouillée. « Allô » appela Tommy en ouvrant la porte plus grand. « Père Milford, je suis là pour le monastère. On peut parler ?» Aucune réponse ne vint de l'intérieur. Tommy hésita, sachant qu'il s'agissait techniquement d'une intrusion, mais quelque chose semblait anormal. La porte déverrouillée et le silence absolu laissaient présager un problème. Il entra, continuant d'appeler, tandis qu'il pénétrait dans un modeste salon aux meubles simples et aux murs ornés d'œuvres d'art religieuses. C'est alors qu'il remarqua les traces de saleté sur le sol ou de longues traînées de boue et de poussière qui partaient de la porte d'entrée et pénétraient plus profondément dans la maison, comme si quelqu'un avait été traîné. « Allô ? Il y a quelqu'un » appela de nouveau Tommy, suivant le sentier de terre dans un étroit couloir. Les traces étaient accompagnées de ce qui ressemblait à des rayures rouges sur les murs blancs, des marques qui auraient pu être laissées par des ongles cherchant à s'agripper. Le sentier le conduisit à travers la maison jusqu'à une porte arrière partiellement ouverte sur la nature sauvage derrière la propriété. Juste à l'extérieur, taillé dans la roche naturelle. Le flanc de la montagne formait un escalier de pierre descendant vers ce qui semblait être une cave ou une grotte souterraine ou le genre d'espace qui pourrait servir à stocker du vin, pensa d'abord Tommy. Mais il entendit alors des sons qui lui glacèrent le sang, une voix de femme qui pleurait et implorait, le claquement d'un fouet ou d'une lanière de cuir, et, plus bas, une voix d'homme récitant des passages bibliques d'un ton à la fois fervent et menaçant. Le Seigneur punira les méchants et renversera les faux dieux. La discipline purifie l'âme et vainc les esprits païens qui corrompent les fidèles. Tommy s'approcha de l'entrée de la grotte, le cœur battant la chamade. À travers l'entrée de pierre, il distinguait la lueur vacillante des bougies et des mouvements des ombres dansant sur les parois rugueuses. Les cris de la femme se firent plus désespérés, ponctués par le bruit des coups. Lorsque Tommy aperçut une silhouette en robe religieuse monter les escaliers, il comprit qu'il s'était retrouvé face à quelque chose de bien plus sinistre qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas un lieu saint de prière et de recueillement, mais un lieu de torture et de maltraitance. Tommy se retourna et courut, traversant la maison aussi vite et silencieusement que possible et sortant par la porte d'entrée. Ses mains tremblaient lorsqu'il démarra son camping-car et s'éloigna, l'esprit brouillé par les implications de ce qu'il avait vu. Il avait besoin d'aide, et il en avait besoin immédiatement. Le commissariat fut facile à trouver, un petit bâtiment près du centre-ville, avec 2 voitures de patrouille garées devant. Tommy se gara sur le parking,
prit une grande inspiration et se prépara à rapporter ce qui pourrait bien être l'information la plus importante de sa vie. Il franchit précipitamment les portes du commissariat de Santa Rosa, le cœur encore palpitant après ce qu'il avait vu chez le père Milford II. Le petit bâtiment sentait le café rassis et la fumée de cigarettes, et les néons bourdonnaient au plafond. 2 officiers étaient assis à des bureaux en métal, levant les yeux avec une légère irritation face à l'interruption. « Je dois signaler un crime, » dit Tommy, essoufflé. « Une femme est torturée dans une cave souterraine de la maison du père Milford II. J'ai entendu des cris, des coups de fouet, il faut que quelqu'un s'y rende immédiatement. » L'officier le plus âgé, un homme corpulent aux cheveux grisonnants et portant un badge de shérif, regarda Tommy de haut en bas avec un dédain évident. « Ralentissez, chef. Comment vous appelez-vous et que prétendez-vous qu'il s'est passé exactement ?» Tommy expliqua rapidement ce qu'il avait vu, les traces de poussière, les rayures rouges sur les murs, les bruits horribles provenant de la chambre souterraine. À mesure qu'il parlait, il voyait le scepticisme des officiers grandir. « Tu sens l'alcool ?» l'interrompit le shérif en fronçant le nez. « Combien as-tu bu aujourd'hui ?»« J'ai bu une bière il y a quelques heures, » protesta Tommy. « Ce n'est pas la question, une femme est blessée en ce moment, et tu dois. » « Attendez, » intervint le jeune officier. « Vous parlez du père Milford II, le prêtre catholique ?»« Oui, » insista Tommy. « Écoute, je sais ce que ça peut paraître, mais j'ai vu. » Le shérif se leva brusquement, le visage rouge de colère. « Écoute-moi bien, espèce de Navajo cinglé. Le père Milford II est l'un des hommes les plus respectés de la ville. Il ne ferait pas de mal à une mouche, et encore moins à personne. Et ces religieuses dont tu parles? Elles sont toutes en sécurité dans leur monastère, dans les montagnes. Personne ne les a jamais vues en ville, et encore moins dans une cave souterraine. » Tommy sentit son désespoir monter. « S'il vous plaît, envoyez quelqu'un inspecter la maison, ça prendra 5 minutes. »« C'est une accusation grave, » dit le shérif d'un ton menaçant. « Vous parlez d'effraction dans une propriété privée et de diffamation envers un homme de Dieu. Vous admettez être entré chez lui sans permission, je pourrais vous arrêter pour violation de domicile. »« Je ne suis pas entré par effraction, » insista Tommy. La porte était déverrouillée et j'ai entendu quelqu'un en détresse. « N'as-tu pas l'obligation d'enquêter ?» Le shérif se dirigea vers une étagère où étaient exposés des objets religieux, une croix en bois, une statue de la Vierge Marie, un chapelet et des photographies encadrées. Il prit 2 photos et les tendit à Tommy. « Voici le père Milford, le fondateur de la mission, » dit le shérif en désignant la première photo. « Décédé il y a une quinzaine d'années. Et voici, » dit-il en désignant la deuxième photo, son fils, le père Milford II, qui poursuit l'œuvre sacrée de son père. Le sang de Tommy se glaça en contemplant la deuxième photo. Le visage qui lui était renvoyé était indéniablement celui de l'homme de sa précieuse coupure de journal, le prêtre qui se tenait derrière ses 3 sœurs sur le porche de la chapelle 40 ans plus tôt au plus âgé maintenant, avec des cheveux gris et des rides plus marquées, mais indéniablement le même. Cette ville est en paix depuis que le père Milford II a eu la révélation que Dieu voulait que nous changions notre nom de Celico en Santa Rosa, poursuivit le shérif avec révérence. Depuis, nous avons le taux de criminalité le plus bas du comté. Cet homme est presque un saint. Tommy réalisa avec une horreur croissante que les forces de l'ordre local vénéraient le père Milford II. Toute accusation contre le prêtre serait automatiquement rejetée, quelles que soient les preuves. La voix du shérif devint froide et définitive. « Je te préviens une dernière fois, quitte cette ville et ne reviens pas. Si tu portes à nouveau une accusation aussi absurde, je te ferai arrêter pour trouble à l'ordre public et fausses nouvelles. Sors d'ici avant que je ne change d'avis. » Tommy quitta le commissariat, les mains tremblantes d'adrénaline et de frustration. Dans son camping-car, il essayait de calmer sa respiration et de réfléchir clairement. Les autorités locales étaient inutiles ou pire encore, elles étaient aveuglées par leur dévotion au prêtre. Il avait besoin de l'aide de quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Tommy se rendit à la station-service la plus proche et trouva une cabine téléphonique à l'extérieur.
Il sortit de sa boîte à gants un carnet d'adresses usées et le feuilleta jusqu'à trouver le numéro qu'il cherchait, Clyde Yazzie, le chercheur dont il avait sauvé la vie 20 ans plus tôt, dans ces mêmes montagnes. Les doigts tremblants, Tommy composa le numéro et attendit la réponse. Le téléphone a sonné 3 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Yazzie? C'est Clyde. Voici Tommy, Thomas Redelk. On s'est rencontrés il y a une vingtaine d'années près de Selico, tu faisais des recherches en montagne. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Il y eut une pause. Tommy? Bon sang, d'où m'appelles-tu? Tu es toujours dans le coin. Je suis à Santa Rosa, dit Tommy. J'ai réalisé qu'ils avaient changé le nom de Selico. Clyde, j'ai besoin de ton aide. Je cherche toujours mes sœurs et je crois avoir trouvé quelque chose. Il y a un prêtre catholique nommé Père Milford II, et je l'ai vu torturer une femme dans une cave souterraine de sa maison. La voix de Clyde devint sceptique. Tommy, c'est une accusation grave. Es-tu sûr de ce que tu as vu? Je suis très sérieux, interrompit Tommy, la voix de plus en plus désespérée. J'ai entendu une femme crier, le bruit d'une flagellation, et ce prêtre réciter des versets bibliques sur le châtiment des païens. Quand j'ai essayé de porter plainte à la police locale, ils m'ont complètement ignoré ou ils vénèrent ce prêtre. Ils m'ont dit de quitter la ville, sinon ils m'arrêteraient. Écoute, je ne sais pas. Tommy, dit Clyde d'un ton plus doux, il y a 20 ans, tu m'as sauvé la vie. Je t'avais dit que si tu avais besoin de quoi que ce soit, tu pouvais m'appeler. Où es-tu en ce moment? Tommy a ressaisi sa voix. Station-service à la sortie de la ville. La route principale qui traverse Santa Rosa, la station Chevron. J'arrive dans 10 minutes. Ne bougez pas. Fidèle à sa parole, Clyde arriva rapidement dans un pick-up poussiéreux. Il était plus âgé maintenant et ses cheveux étaient presque gris, son visage buriné par 2 décennies de soleil du sud-ouest mais Tommy le reconnut immédiatement. Clyde sortit de son camion et s'approcha de la cabine téléphonique où Tommy l'attendait. « Raconte-moi tout », dit-il sans préambule. Tommy raconta toute l'histoire, la messe, la religieuse boiteuse à la cicatrice caractéristique, le fait de suivre la camionnette jusqu'au camp, la rencontre avec le gardien, et enfin, le témoignage de la torture chez le père Milford. Tandis qu'il parlait, il vit l'expression de Clyde passer du scepticisme à l'inquiétude, puis à l'inquiétude. La police locale ne nous aidera pas, conclut Tommy. Ils sont pratiquement dans la poche de ce prêtre. Quand j'ai vu sa photo au commissariat, je l'ai reconnu grâce à une photo de journal que je garde depuis 40 ans. C'est le même prêtre qui était au pensionnat de ma sœur le jour de leur disparition. Clyde hocha la tête d'un air sombre. Tu as raison pour la police locale. 2 Navajos portent des accusations contre un prêtre catholique respecté, bien sûr, ils n'agiront pas. Mais nous avons d'autres options. Nous devons contacter la police de la nation Navajo. Ils sont compétents pour les crimes impliquant des membres de la tribu et peuvent contraindre les autorités locales à agir. Tu connais quelqu'un là-bas? Mon cousin Joe travaille pour la police tribale, continua Clyde. Il assure la liaison avec les forces de l'ordre local. Je peux l'appeler. Clyde entra dans la station-service pour téléphoner, tandis que Tommy attendait dehors, arpentant nerveusement la pièce. Le soleil commençait à décliner vers les montagnes de l'ouest, projetant de longues ombres sur le paysage désertique. Chaque minute qui passait signifiait davantage de souffrance potentielle pour celui qui était retenu dans cette chambre souterraine. Au bout d'un quart d'heure, Clyde est réapparu, l'air sombre. Joe arrive avec une équipe, a-t-il dit. Ce genre de situation impliquant des institutions religieuses et des membres de tribus disparus exige une enquête immédiate. Ils nous retrouveront chez le prêtre, mais Joe nous a conseillé de rester en retrait, de nous cacher et de les laisser gérer la situation. On y retourne, dit Tommy. On doit être témoin. Et si cette femme est vraiment ma sœur? Clyde laissa la phrase inachevée. Je ne sais pas si c'est ta sœur, mais elle a besoin d'aide. Ils décidèrent de prendre le pick-up de Clyde plutôt que le camping-car de Tommy. En revenant vers la maison du père Milford, Tommy sentit son cœur battre la chamade.
Après 40 ans de recherche, il avait peut-être enfin des réponses, même si les circonstances étaient plus horribles que tout ce qu'il avait imaginé. Ils se garèrent derrière un bosquet d'arbustes désertiques, à une centaine de mètres de la maison, se positionnant de manière à pouvoir observer sans être vus. La même berline était toujours garée devant, et des lumières étaient visibles à travers les vitres. Là, murmura Clyde en désignant la maison. Deux hommes vêtus de lin blanc du genre de ceux que portent certains ordres religieux portaient une silhouette inerte vers la berline. Même de loin, Tommy pouvait voir que la femme portait l'habit noir d'une religieuse. Sa tête reposait contre l'épaule d'un homme, et des taches sombres étaient visibles sur ses vêtements et sur les vêtements blancs des hommes. Du sang, souffla Tommy. Regardez son visage, son nez et ses joues sont maculés de sang, et elle semble à peine consciente. Les hommes peinaient à la soutenir en s'approchant de la voiture, manifestement décidés à la transporter quelque part. Avant qu'ils puissent la faire monter dans le véhicule, le son des sirènes qui approchaient résonna dans l'air du désert. Les deux hommes se figèrent, regardant frénétiquement autour d'eux tandis que trois véhicules apparaissaient sur la route, deux unités identifiées de la police de la nation Navajo et un SUV banalisé. « C'est Joe », dit Clyde en désignant un homme de grande taille qui sortait du véhicule de tête. Tommy et Clyde sortirent de leur cachette et s'approchèrent des lieux. Clyde désigna Tommy vers son cousin, un homme d'une quarantaine d'années à l'air sérieux, vêtu d'un uniforme de la police tribale. La confrontation qui suivit fut tendue et chaotique. Le père Milford sortit de la maison, le visage imprégné d'une indignation justifiée face aux officiers tribaux. Il était exactement comme Tommy se le rappelait sur la photo du journal, bien qu'il fût plus âgé et portait des vêtements civils tachés de ce qui semblait être du sang. Il s'agit d'une propriété privée appartenant à l'Église catholique, a déclaré le père Milford. Vous n'avez aucune juridiction ici. Cette femme est membre de notre communauté religieuse et reçoit un accompagnement spirituel. Monsieur, nous avons reçu des signalements d'agression et de possibles enlèvements impliquant des membres de la tribu, répondit Joe avec fermeté. Nous devons parler à cette femme et examiner les lieux. Quelques minutes plus tard, la police locale de Santa Rosa arriva, contrainte de réagir face à la présence des autorités tribales. Le shérif, qui avait renvoyé Tommy plus tôt, semblait mortifié de se retrouver au cœur d'une confrontation juridictionnelle impliquant son prêtre bien-aimé. Le père Milford continua de protester, invoquant l'asile religieux et affirmant que la chambre souterraine n'était qu'une cave à vin pour la Sainte Communion. Mais lorsque les officiers tribaux ont aidé la femme blessée à sortir de la voiture, son état est devenu indéniable. Elle était si faible qu'elle ne pouvait plus se tenir debout, son visage était couvert de sang et ses vêtements étaient déchirés et tachés. Tommy s'approcha, le cœur battant, tandis qu'il examinait le visage de la femme. Malgré ses blessures et 4 décennies passées, il la reconnut immédiatement, la cicatrice caractéristique sur sa tempe gauche, la forme de ses yeux, la façon dont elle tenait sa bouche malgré la douleur. « Ellie » cria-t-il en utilisant son nom navajo. « Naomi ». La femme tourna faiblement la tête au bruit, et lorsque son regard parvint à se fixer sur le visage de Tommy, elle halta. Rompant son vœu de silence pour la première fois depuis 40 ans, elle parla en navajo hésitant. « Frère Ashki Yaji Tommy. » Tous les présents policiers, autorités tribales, et même le père Milford restèrent bouche bée. Tommy s'avança, le visage ruisselant de larmes. « Voici l'une de mes 3 sœurs disparues, » annonça-t-il à l'assemblée. Elle a disparu du pensionnat indien Sainte-Gertrude il y a 40 ans. Les secours médicaux furent immédiatement appelés. La police et les agents tribaux fouillèrent la maison et la chambre souterraine, et revinrent 20 minutes plus tard avec le père Milford et ses 2 assistants menottés. Tandis qu'on conduisait le prêtre vers une voiture de patrouille, il se tourna vers Tommy, le regard empreint d'une haine venimeuse. « Vos faux dieux ancestraux sont impuissants face à la vraie foi, » cracha-t-il. « Vos croyances païennes corrompent les âmes pures que j'essayais de sauver. » Un officier posa une main ferme sur la tête du père Milford et le poussa sur le siège arrière avant qu'il ne puisse en dire plus. À l'arrivée de l'équipe médicale, ils ont commencé à examiner Naomi avec son consentement. « Je ne suis plus religieuse à partir de maintenant, » leur a-t-elle dit fermement. « Faites ce que vous avez à faire. »
Les ambulanciers ont découvert des marques de fouet récentes sur son dos, ses bras et ses jambes, signes évidents de violence prolongée et systématique. Tandis qu'ils administraient des perfusions à Naomi, Joe s'est dirigé vers Tommy et Clyde, qui se tenaient près de l'ambulance. « Nous avons fouillé cette chambre souterraine, » dit Joe, le visage sombre. « C'est profondément troublant. Il y avait du vin de messe là-dessous, et il semble qu'il la forçait à le boire tout en la frappant. Mais ce n'est pas le plus étrange. » Naomi, qui entendait par hasard, hocha faiblement la tête. Il nous faisait boire du vin pour ouvrir notre esprit au message divin. Quand nous ne pouvions pas obtenir les réponses qu'il attendait, il nous punissait. Il y a une grande statue de la Vierge Marie avec l'enfant Jésus, poursuivit Joe, mais il y a aussi une petite installation pour les rituels spirituels traditionnels navajo. C'est comme s'il mélangeait les croyances indigènes avec le catholicisme. Naomi confirma cela avec un rire amer. Nous étions obligés de répondre à des demandes de prière individuelles, comme celles que vous aviez soumises à l'Église. Il croyait que les femmes autochtones avaient des liens particuliers avec les mondes spirituels et communiquaient mieux avec la Vierge Marie. Clyde secoua la tête avec dégoût. C'est injuste à bien des égards. Seuls les religieux indigènes ont été battus. Naomi poursuivit, sa voix devenant plus claire. Les religieuses blanches n'étaient jamais touchées. Ils nous donnaient du vin et nous forçaient à méditer en état d'ébriété, prétendant que cela nous aiderait à recevoir des visions. Quand j'ai refusé de boire, voulant rester sobre pour recevoir des messages authentiques de Dieu, il m'a sévèrement puni. Tommy serra la main de sa sœur. Et Sarah et Eva? Sont-elles en sécurité? Ont-elles appris à jouer selon ses règles? Les yeux de Naomi se remplirent à la fois de douleur et de soulagement alors qu'elle commençait à répondre, entourée des officiers tribaux et de l'équipe médicale qui l'avait finalement ramenée chez elle. Ils sont toujours au monastère. Ils falsifient des messages spirituels depuis des années pour éviter d'être punis, comme tout le monde. Elle marqua une pause, perdue dans le poids de ses souvenirs. Il est plus facile de comprendre les réponses que les gens cherchent lorsqu'ils ont écrit leurs prières, ajouta-t-elle, la voix lourde d'expérience. Tommy hocha la tête, les pièces du puzzle se mettant en place. Je crois que je les ai vues à l'entrée du complexe, 2 femmes en pleurs, dit-il d'une voix incertaine. Cet endroit ne ressemblait même pas à un monastère à mes yeux la première fois que je l'ai vu. Joe posa une main rassurante sur l'épaule de Tommy. Nous collaborons avec les autorités pour rechercher le monastère dans les montagnes. Nous vous amènerons Sarah et Eva à l'hôpital. Tandis que Naomi était chargée dans l'ambulance, Tommy grimpa à ses côtés. Clyde la suivit dans son camion tandis qu'il se dirigeait vers le centre médical régional, les sirènes hurlant dans le désert du soir. La salle d'attente était un espace stérile, rempli de chaises en plastique inconfortables et imprégné de l'odeur d'antiseptique qui imprègne tous les hôpitaux. Tommy était assis à côté de Clyde, tous deux en train de comprendre l'ampleur de ce qui venait de se passer. Naomi a été transportée d'urgence aux urgences dès son arrivée. L'équipe médicale a rapidement évalué ses blessures et éliminé l'alcool de son organisme. Une vie pour une vie, dit doucement Tommy en fixant ses mains. Tu as aidé à sauver mes sœurs. Clyde hocha la tête, se souvenant. C'est comme ça que ça devrait être, des frères Navajo s'entraidant quand ça compte vraiment. Ils passèrent l'heure suivante à rattraper le temps perdu au fil des décennies. Clyde avait poursuivi ses recherches botaniques et s'était finalement installé à Albuquerque avec sa femme et ses 2 enfants. Il s'était toujours demandé ce qu'il était advenu de l'homme désespéré qu'il avait secouru dans les montagnes, celui qui recherchait ses sœurs disparues avec une détermination farouche. Je n'ai jamais cessé de chercher, a admis Tommy. 40 ans à suivre des impasses, de fausses pistes, espérant que chaque femme autochtone que je rencontrais pourrait savoir quelque chose. J'avais perdu espoir, honnêtement. J'étais assis dans ce camping-car à Whispering Rock, attendant la mort. Une infirmière s'est approchée d'eux, presse-papier à la main. Êtes-vous de la famille du patient amené de Santa Roa? Oui, dit Tommy en se levant vivement. Comment va-t-elle? La police est en route pour recueillir les témoignages, mais je peux vous dire que nous avons réussi à éliminer l'alcool de son organisme grâce à une thérapie intraveineuse.
Elle est consciente et alerte maintenant. Nous traitons ses blessures, de multiples lacérations dues à des coups de fouet, certaines nécessitant des points de suture. Elle aura besoin de temps pour guérir, tant physiquement qu'émotionnellement, mais son état est stable. Avant que Tommy puisse répondre, une agitation à l'entrée principale de l'hôpital attira leur attention. Joe, l'agent de police tribal, entrait avec 2 femmes en habit noir. Même de l'autre côté du hall, Tommy les reconnut immédiatement. Plus âgés maintenant, leurs visages marqués par des années de difficultés, mais indéniablement ses sœurs. Sarah fut la première à le voir. Elle s'arrêta, la main portée à sa bouche, des larmes ruisselant sur ses joues. Eva, la cadette, parut un instant perplexe avant de le reconnaître. Les 3 frères et sœurs s'avancèrent simultanément les uns vers les autres et se retrouvèrent au centre de la salle d'attente. Nasli, murmura Tommy, utilisant le nom de naissance de Sarah alors qu'il la serrait dans ses bras. Elan, dit-il à Eva en la serrant contre lui. Ashki Yaji, répondit Sarah à travers ses larmes, en utilisant son nom navajo. Nous n'avons jamais pensé, jamais osé espérer, murmurèrent-ils tous. Ils étaient plus âgés maintenant, Tommy 58 ans, Sarah la cinquantaine, Eva approchant la cinquantaine, mais le lien affectif transcendait les décennies de séparation. Tommy fouilla dans la poche de sa chemise et en sortit le morceau de papier plié qu'il avait toujours sur lui, son croquis au crayon du pensionnat. « Tu te souviens de ça ?» demanda-t-il en dépliant soigneusement le dessin. Le croquis montrait Naomi tressant les cheveux d'Eva tandis que Sarah, assise à côté, chantait. Les 3 sœurs furent bouche bée en le voyant, l'image capturait un moment de tendresse de leur enfance que la rigueur du pensionnat n'avait pu complètement effacer. « Tu as dessiné ça à la lueur des bougies, dans le dortoir ?» se souvint Sarah. Après la prière du soir, quand les gardiens ne regardaient pas. « Où est Alizée ?» demanda Eva en utilisant le nom de naissance de Naomi. « Est-ce qu'elle ? » « Elle est soignée ?» le rassura Tommy. « Elle ira bien. » Joe s'approcha, conciliant devoir professionnel et satisfaction personnelle. Nous devons recueillir les témoignages officiels de chacun et comprendre ce qui s'est passé en 1945. La police d'État coordonne ses efforts avec les autorités fédérales. Cette affaire implique désormais plusieurs juridictions et des crimes fédéraux potentiels. Ils se rendirent dans une salle de consultation privée, où Joe installa un enregistreur. Tommy et Clyde firent leur déposition sur les événements de la journée, de la messe au sauvetage chez le père Milford. Puis ce fut le tour de Sarah et Eva. « Que se passait-il ce jour-là en 1945 ?» demanda Joe doucement. Sarah prit une grande inspiration avant de commencer. Des journalistes et des représentants du gouvernement sont arrivés à Sainte-Gertrude pour visiter le pensionnat. On nous a nettoyés et on nous a donné des vêtements décents, certains empruntés à des donateurs blancs de l'église. On nous a alignés en rangée pour des photos sous le regard attentif des prêtres et des religieuses. Les plus jeunes enfants ont attiré le plus d'attention grâce à notre innocence et à la beauté de nos yeux écarquillés, a poursuivi Eva. C'est comme ça qu'ils l'appelaient. Nous 3, les sœurs, avons été photographiées à profusion. Après la conférence de presse, dit Sarah d'une voix de plus en plus dure, le père Réginald Milford s'est approché de nous. C'était un prêtre de haut rang, très respecté. Il nous a dit que Dieu lui avait parlé directement et nous avait choisis comme favoris de la Sainte Mère. Tommy se sentit mal à l'aise lorsque les pièces du puzzle s'assemblèrent enfin. Il promit de les guider vers la Vierge Marie elle-même, ajouta Eva. Il dit que toutes nos prières seraient exaucées, que notre salut était garanti à condition de faire vœu de célibat et de silence. Les gardiens de l'internat étaient au courant, poursuivit Sarah avec amertume. Ils nous ont conduits directement chez le père Milford après le départ des photographes. Nous étions terrifiés, mais on nous avait appris à obéir. Nous l'avons suivi dans les couloirs jusqu'à une salle de prière au sous-sol. L'expression de Joe s'assombrit. Que s'est-il passé ensuite? Cette nuit-là même, raconte Sarah, le père Milford nous a conduites dans un véhicule banalisé de l'église jusqu'au complexe près de ce qui s'appelait alors Cielo Seco. Il nous a laissés avec un ordre cloîtré de religieuses catholiques qui n'avaient de compte à rendre qu'à leurs propres dirigeants et donateurs. Comment était-on traité au monastère? Demanda Joe.
La voix d'Eva devint monotone, sans émotion. On nous enseignait la discipline de la vie catholique, pas de bavardage, prière constante. À la moindre erreur, nous devions nous déshabiller devant le Père Milfort, qui nous disait que nous étions pécheurs et que nous devions implorer le pardon de Dieu. Il nous fouettait lui-même, disant que c'était comme si le Christ avait été fouetté. Nous avons commis de nombreuses erreurs quand nous étions jeunes, a ajouté Sarah. La punition était quotidienne. Le Père Milfort recevait chaque jour des jeunes religieuses différentes pour ses séances de correction. En grandissant et en étant endoctrinés dans la vie silencieuse, nous avons appris à éviter son attention. Mais il continuait à nous utiliser différemment. Eva poursuit, nous étions obligés de prier pour d'innombrables demandes de clients en entreprise, personnes influentes qui payaient pour un accompagnement spirituel. Nous devions boire du vin et pratiquer des rituels Navajo modifiés, puis écrire les messages divins que nous étions censés recevoir. Joe leva les yeux de ses notes. Il s'agissait de maintenir le soutien financier à l'opération? Oui, confirma Eva. L'alliance de la spiritualité autochtone et du catholicisme attirait de riches donateurs, convaincus de recevoir des prières plus puissantes. Tommy écoutait avec une horreur croissante, mais une question le hantait, pourquoi personne ne t'a jamais retrouvé? J'ai cherché pendant 40 ans, répondit Joe. En 1945, la discrimination raciale était légalement sanctionnée. Les autorités locales se moquaient des disparitions de jeunes filles indiennes. Les pensionnats déplaçaient régulièrement les enfants sans préavis, et les voix des tribus étaient systématiquement ignorées. Vos sœurs n'ont jamais été officiellement adoptées, transférées ou portées disparues. L'école a falsifié ces dossiers, a poursuivi Joe. Ils ont prétendu que les filles avaient retrouvé leur famille, placées dans une famille chrétienne blanche. Vos parents étant morts et votre père emprisonné, personne n'avait l'autorité ni les ressources nécessaires pour contester la version officielle. J'ai gardé cette photo de journal toutes ces années, dit Tommy en sortant la coupure usée. Je soupçonnais les journalistes, les responsables du pensionnat, des prédateurs qui auraient pu voir l'article. Je n'ai jamais soupçonné le prêtre lui-même. Une infirmière apparut dans l'embrasure de la porte. La patiente de la chambre 12 demande sa famille. Elle est prête à recevoir des visites. Ils ont trouvé Naomi assise dans son lit, l'air fragile mais alerte. Ses blessures avaient été nettoyées et bandées, et la perfusion dans son bras lui administrait des liquides et des médicaments. Lorsqu'elle a vu ses 3 frères et sœurs réunis, elle s'est remise à pleurer. Je n'arrive pas à croire que ce jour soit arrivé, murmura-t-elle alors qu'ils se rassemblaient autour de son lit. Tommy lui prit la main. On était si près ce matin à l'église. Tu étais là, près de la boîte à prière. Si seulement j'avais su. Naomi lui serra les doigts. Dieu agit de façon mystérieuse, n'est-ce pas? Que ce soit le Dieu catholique, nos esprits ancestraux, ou les deux, ils nous ont réunis. Tu as reçu ta réponse, Tommy, non pas par des mots écrits sur du papier, mais par des actes. Eva parut pensive. Je crois toujours à l'enseignement catholique, dit-elle doucement. Mais ces gens, le Père Milfort et ses disciples ont perverti tout ce qu'ils prétendaient représenter, allant même jusqu'à contredire leurs propres enseignements. Ils ont utilisé la religion pour justifier les abus et l'exploitation. Tommy hocha lentement la tête. Peut-être qu'une fois que vous serez tous rétablis, nous pourrons apprendre ensemble la bonne voie. Il doit exister une forme de foi qui ne nous oblige pas à abandonner notre identité de Navajo. Mais pour l'instant, je suis convaincu que Dieu, quelle que soit notre conception de lui, a exaucé ma prière. Alors que les 4 frères et sœurs étaient assis ensemble dans la chambre d'hôpital, 3 générations de traumatisme et de séparation commençant enfin à guérir, Tommy ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 40 ans, l'espoir pour l'avenir et la paix profonde qui vient des prières exaucées.